Good day everyone. I welcome you to this class. En cette leçon 17, nous allons connaître pour comprendre la structure et les intonations des questions exigeant des réponses yes ou no et celles avec what exigeant de réponses explicatives et les prépositions couramment utilisées en anglais. Le tout afin de savoir poser et répondre à des questions exigeant des réponses yes ou no et celles avec le mot interrogatif what. Poser des questions et répondre à des questions sont ensemble un aspect très important de la communication en une langue. Alors, savoir formuler des questions aux autres de répondre et savoir construire des réponses aux questions que nous posent les autres constitue un très grand pas en avant dans le processus de l'acquisition des compétences de communication en une langue. En anglais, comme cela est aussi le cas en français, nous avons plusieurs types de questions, dont les questions totales, qui sont les questions auxquelles on doit répondre essentiellement par yes ou no, dans le contexte anglais bien sûr. Il importe de savoir déjà que ce genre de questions sont en réalité les phrases interrogatives contenant les mêmes éléments qui sont sujet, verbe et complément que dans les phrases simples ou déclaratives telles que nous les avions vues à partir donc des leçons 6 et 7. Ce qui change lorsque la phrase devient interrogative à la manière des questions totales est l'ordre des éléments dont est constituée une phrase. Pour formuler une question auquel il faut répondre par yes ou no. Il y a 3 cas de possibilités selon les situations où nous pouvons poser de telles questions et selon ce que nous voulons demander. Le premier cas est celui de la situation où le verbe de notre question doit être to be, conjugué bien sûr au temps de la conjugaison convenable. Avec to be donc en tant que le verbe de la phrase interrogative qu'est notre question, l'ordre des éléments de la phrase est le verbe qui est ici to be conjugué à un temps débutant donc la question suivi directement du sujet plus le complément. Par exemple, si la phrase déclarative ou affirmative est Senna is a student. À l'interrogatif ou transformé en une question, cette phrase deviendra Is Senna a student? Il faut noter que, tout comme dans les 2 autres cas qui vont suivre, l'intonation est montante à la fin de notre question. Le deuxième cas est celui de la situation dans laquelle to be ou to have constitue un auxiliaire pour un verbe principal conjugué à un temps. Dans ce cas, l'auxiliaire débute la question suivi directement du sujet avant le verbe principal en sa forme convenable d'un verbe conjugué avec un auxiliaire. Et enfin, vient le complément. Par exemple, en mettant le verbe to be de la même phrase que nous venons d'utiliser pour l'exemple du premier cas au present perfect, nous aurons Senna has been a student. À l'interrogatif ou transformé en une question, cette phrase deviendra Has Senna been a student? Et si la phrase déclarative est Senna is writing a note. Transformée en une question, cette phrase deviendra Is Senna writing a note? Le troisième cas est la situation où le verbe de notre phrase interrogative n'est ni to be ni
un verbe conjugué à un temps qui lui permet d'avoir un auxiliaire qui peut être to be ou to have comme nous venons de le voir. Dans ce cas, il faut se servir de do, le même do que nous avons vu plusieurs fois déjà, c'est-à-dire le do de l'infinitif to do, apporté donc comme auxiliaire pour la question. Avec l'auxiliaire do et le verbe de la question mis à la place du verbe principal, la structure de la question ici est la même que celle du deuxième cas que nous venons de voir. Do devient does. Si le sujet du verbe de la question est à la troisième personne du singulier et le verbe de la question se met donc à l'infinitif sans le tout de l'infinitif à la place du verbe principal dans la structure. Par exemple, si la phrase déclarative ou affirmative est They write a note every day. À l'interrogatif ou transformé en une question, cette phrase deviendra Do they write a note every day? Et si la phrase déclarative ou affirmative est Senna writes a note every day. À l'interrogatif ou transformé en une question, cette phrase deviendra Does Senna write a note every day? What est un mot interrogatif fréquemment utilisé pour poser des questions partielles, interrogeant donc sur un fait ou un objet, et qui sont donc des questions auxquelles il faut donner plutôt une réponse explicative. Nous avons deux manières possibles de poser des questions avec what, qui peut signifier que ou quel en français. Dans chacun de ces deux manières-là, la première manière est donc de la situation où what est le sujet dans notre phrase interrogative. Ici, what commence la phrase interrogative en tant que sujet suivi de son verbe et enfin le complément. Par exemple, dans la question What is happening? Signifiant que se passe-t-il? Ou What is the date? Signifiant quelle est la date? Notons qu'à la différence du cas des questions yes ou no, l'intonation dans les deux manières de poser des questions avec what n'est pas montante. La deuxième façon de poser une question avec what est le cas où c'est un autre mot qui est le sujet de notre phrase interrogative et what est un complément. Dans ce cas, on se sert d'un auxiliaire pour poser la question. Nous avons une structure où what est placé devant un ensemble qui ressemble un peu aux structures sans complément du deuxième et du troisième cas des questions yes ou no. Des questions totales donc que nous venons de voir. Nous avons par exemple What does Senna write? What does Senna write? Ou What is Senna writing? Dans les questions comme What time is it? What c'est plutôt comme un adjectif interrogatif qualifiant le fait ou l'objet sur lequel se porte la question et qui vient directement après what, débutant toujours la question. Dans notre manuel pour ce programme, vous avez plus d'exposés illustrés sur cette leçon, comprenant aussi les cas où la question contient une préposition comme en cette question. What place are we stopping at? Vous avez à ce propos dans notre manuel intitulé L'anglais en pratique, la liste des prépositions de l'anglais couramment utilisées avec leur sens en français et beaucoup d'exemples de différentes questions
qui vous aideront à mieux comprendre. Étudiez donc les explications et exemples des pages 88 à 91 et faites les exercices 2, 3 et 4 des pages 91 et 92 pour vous familiariser avec les expressions se rapportant à l'alimentation et autres. Et pour continuer à construire votre vocabulaire, lisez aussi les textes et articles des pages 83, 84 et 85 de notre manuel. Pour vous habituer à l'accent correct, à la bonne prononciation et à l'audition de l'anglais, écoutez attentivement et à chaque fois l'enregistrement audio fait pour le test ou article que vous lisez dans notre manuel qui est, n'est-ce pas, le livre L'anglais en pratique. Nous sommes à la fin de cette leçon. Pour l'efficacité attendue de cet apprentissage, il est très important pour vous de faire les exercices et activités qui vous sont donnés de faire sur cette leçon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la leçon qui doit suivre. Pour le moment, je vous souhaite bonne étude et bonne application des choses apprises. Bye bye. Nous sommes à la fin de la leçon d'aujourd'hui. L'ouvrage retenu pour ce programme comme manuel d'apprentissage est le livre intitulé « L'anglais en pratique » par Emmanuel Aronukon. Les interactions avec l'enseignant et avec les autres apprenants pour cette classe se feront d'une façon continue dans le groupe Facebook de ce programme dénommé Cours d'anglais suivi du nom de votre pays. Recherchez donc ce nom sur Facebook pour rejoindre ce groupe.